Bonjour, bienvenue dans ce Product Advance. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui avec nous et je remercie aussi ceux qui nous regarderont sur le replay. Alors, pour le principe, donc ici on ne détient aucune vérité, on est là pour traiter des sujets, pour y apporter des pistes de réflexion et des actions concrètes. Alors, moi c'est Damien, je suis Product Manager chez TAC et le sujet d'aujourd'hui, la transformation produit, peut-on coexister avec le mode projet ? Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, on essaiera d'y répondre au maximum. Alors, je vais me retourner vers mes deux speakers d'aujourd'hui, donc Guillaume et Sébastien, que je vais laisser se présenter. Enchanté. Donc, moi, c'est Guillaume Bance. J'ai 19 ans d'expérience dans le digital, 10 ans dans la tech, en commençant par des postes de développeur et puis en ayant un peu toutes les casquettes de chef de projet à responsable d'équipe. Et depuis 9 ans, je suis passé côté projet puis produit. J'ai notamment accompagné pendant 7 ans Prisma Media dans sa transformation digitale. Et là, ça fait 1 an que je suis Head of Product Apps chez Accor, donc je m'occupe de l'application All.com. Bienvenue parmi nous. Bonjour, donc Sébastien Fauché, ça fait 15 ans que je fais de la transfo digitale et souvent en passant par la transfo agile et produits pour arriver à nos fins sur la transfo digitale et dans différents secteurs, e-tourisme, assurance, retail, luxe, dans lequel j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Guillaume et puis récemment donc chez Solocal en tant que Head of Product, donc côté expérience client, expérience collaborateur, donc au service des sales de la relation client de Solocal. Super, bienvenue à tous les deux. Ravi de vous avoir ici avec moi. Alors avant de commencer le vif du sujet, nous on aime bien ici commencer par une petite unpopular opinion, si vous en avez une à donner. Guillaume, je te laisse la main. C'est pas facile. Mais moi je dirais que de la gestion de projet sera toujours nécessaire dans des organisations IT ou digitales. Et effectivement, c'était pas facile de trouver. Et donc je dirais que moi dans l'exercice de transfo agile dans lequel j'ai participé, le plus compliqué, c'est quand vous avez des équipes ou des personnes qui sont un peu trop ayatollahs de l'agilité et qui vont décrédibiliser en fait toute la démarche en étant peut-être un peu trop dans le top, quoi. Et donc voilà, il faut rester entre guillemets prêt à accepter parfois de faire des concessions pour rassurer ceux qui préfèrent le mode projet classique. Et humble sur les connaissances. On va pouvoir commencer avec la première partie des débats. Et la première question que je vais poser, c'est selon vous, quelle est la différence fondamentale entre le product management d'une part et ce qu'on va appeler le project management? Project management, c'est un pilotage par le budget, le planning principalement. Là où côté product, on va piloter par la valeur et l'impact. Je sais pas. Ouais, après, pour moi, le projet, il y a toujours une date de début, une date de fin. Ouais. Dans des grosses organisations, souvent, c'est transverse à différentes streams produits. Et donc, avec un objectif souvent, entre guillemets, court, moyen terme. Là où le produit, en fait, un PM doit avoir une vision de produit. Son produit va être touché par probablement plusieurs projets. Et donc, il doit absolument garder la cohérence et fonctionnelle, métier et tech aussi, pour s'assurer que le produit tient dans la durée. Et donc, c'est la différence assez fondamentale entre les deux. Il y en a un qui voit normalement plus loin, et ce n'est pas pour dénigrer le projet, là où l'autre va être plus dans la coordination avec un objectif peut-être plus court terme. Ouais, on a un peu en effet task force sur du projet où on va tout mettre en œuvre d'une date à l'autre pour arriver du point A au point B. Et là où normalement le mode produit s'inscrit dans la longueur. Dans l'évolution. Ouais, dans l'évolution. Très bien, très intéressant. Justement, donc, beaucoup d'entreprises font et où on fait une transfo produit. Vous allez pourriez nous raconter une histoire d'une transfo produit que vous avez vécue dans un environnement qui justement avait une forte culture projet à l'origine. Moi, je peux parler peut-être un peu des médias et de mon expérience chez Prisma Media où par le fait, c'est un groupe qui gère des magazines. Et donc qui, par essence, sont des produits physiques. Et donc, un mode projet pour délivrer un magazine, c'était un peu dans la culture maison. Et on a la chance qu'on a eue, c'est d'avoir un groupe avec
multitude de marques, où on a pu faire des exemples sur certaines marques d'un mode de fonctionnement qui était différent. Et on a pu amener par la preuve un autre mode de fonctionnement que ce qui était un peu ancré dans l'ADN du groupe. Et donc ça prend du temps, surtout dans les groupes qui sont historiques, qui ne sont pas nés sur le digital. Mais du coup, la preuve par la valeur, souvent, est un bon moyen de montrer que c'est un mode de fonctionnement qui est vraiment, qui apporte beaucoup de valeur et moins d'échecs qu'un mode projet qui va nous faire prendre des risques vraiment importants entre le moment où on va décider de prendre un sujet et de le sortir. Et donc le mode projet pour dérisquer, pour montrer qu'on apporte de la valeur et faire des petites itérations rapides, ça a été donc moi j'ai mis pas mal de temps à amener ça, mais ça a été une très très belle expérience. Je sais pas si... On peut aussi parler... Une stratégie d'adhésion sur la méthodo avec toutes ces marques pour montrer l'exemple. Très bien. Et puis, il y a les expériences qu'on a pu vivre, notamment en galerie, où finalement on arrivait dans une situation où c'était plutôt orienté très projet, justement pour lancer un site e-commerce assez rapidement, et où le fonctionnement en mode produit, donc avec des feature teams, etc., ont permis de capitaliser sur la durée, donc d'accompagner aussi la transformation omnicanal du groupe, et de monter à l'échelle. Là où quand vous avez une équipe peut-être projet, c'est moins évident. Donc il y avait cet exemple-là, puis moi j'ai l'exemple aussi chez Solocal, où quelque part on a hérité de N projets qui ont créé autant de process de vente que d'objets à vendre, que de produits à vendre, et où la démarche de product management qu'on a apportée depuis 2020 a permis justement d'avoir une vision cohérente pour nos collaborateurs et à la fin un commercial qui, quel que soit le produit qu'il doit vendre, doit avoir la même expérience. Et donc cette transfo vers le produit apporte tous ses bénéfices. Vous direz qu'aujourd'hui c'est des transformations qui sont complètes ou on a toujours quand même du projet qui reste? Ça c'était la question piège. Ouais. Après dans les groupes historiques, c'est les transformations complètes. Je ne suis pas sûr qu'il y a un groupe en France historique, donc, qui n'est pas né sur le digital, qui ait fait une transformation produit complète. Enfin, il y a toujours un historique et d'autres enjeux en interne qui font que il y a toujours besoin de rassurer aussi un peu le top management avec du delivery pur et du projet. Et on va avoir peut-être une bande passante sur du produit où là on va pouvoir vraiment avoir un mode de fonctionnement un peu différent, quoi. Très bien. Et justement, vu que aujourd'hui on joue un peu sur ces deux aspects, le produit et le projet, selon vous, dans quel contexte on va avoir la partie projet qui est peut-être plus efficace et quels sont ces contextes-là et quels sont les contextes qui vont favoriser justement le choix d'une méthode produit? Il y en a plusieurs. Les contextes principaux, c'est sur un e-commerçant, par exemple, ajouter un transporteur ou un moyen de paiement. Ça va être au final peut-être un besoin utilisateur exprimé, mais dans le delivery, c'est du projet parce qu'on ne peut pas faire de l'itératif sur je mets en place un nouveau transporteur ou un moyen de paiement. Donc ça, c'est le type de projet qu'on peut avoir dans une roadmap. Après, il y a aussi quand il y a des sujets qui font intervenir de multiples équipes, où là, on va avoir besoin plus de l'organisation du mode projet pour aligner tout le monde, avoir des instances, des coproges, qui sont un gros mot un peu dans le monde du produit, mais qui sont des fois nécessaires dans des organisations où il y a peut-être 5, 6, 7 équipes qui vont intervenir sur le même sujet, le même projet. Le tout après, c'est pas de lâcher l'état d'esprit de chacune des squads ou des feature teams qui seraient touchés par un mode projet comme ça, avec plein d'équipes alignées. Elles doivent avoir une vision produit, et donc j'ajoute un nouveau transporteur. Comment je m'assure que je raisonne de manière générique pour que demain, si j'en rajoute un troisième, que ça soit peut-être moins coûteux. Mais effectivement, dès lors qu'on veut aligner des feature teams ou des squads entre elles, il faut un minimum de projet. Alors, ou bien on utilise des modes projet qui peuvent rassurer avec des coproches, des copiles, parce qu'au moins on a l'impression que le truc est sous contrôle. Ou bien après, il existe également dans l'agilité d'autres méthodes, comme Safe par exemple, ou du Scrum de Scrum.
mais qui peuvent apporter aussi leur lot de rigidité. Donc, le tout étant à la fin de garder en tête qu'il y a un besoin et c'est nécessaire et c'est logique de reporting. Donc on montre par le delivery, mais il faut aussi expliquer les indicateurs de performance des différentes équipes. Et le management a besoin effectivement d'être assuré et c'est tout à fait normal de comprendre ce qui se passe. Et donc cette partie reporting, tu l'associes plus au projet ou au produit? Alors les deux en fait, mon capitaine, parce qu'en fait en produit on doit aussi forcément reporter sur la vélocité d'une équipe, sur les KPI du produit, sur la valeur qui a été apportée. Et donc c'est très nécessaire de le faire. Après, par rapport à ta précédente question sur est-ce que la transfo va au bout, en fait ça dépend beaucoup du sponsoring haut placé en fait, donc au top niveau d'entreprise, qui dans certaines entreprises peut être assez mouvant, la gouvernance peut changer régulièrement. Et donc c'est vrai que c'est pas toujours simple de conserver finalement cette logique produit dans la durée, parce que tu peux avoir quelque part un nouveau gouvernement, je dirais, qui a l'habitude de fonctionner différemment et dont finalement les KPI du product management vont pas forcément être clairs ou en tout cas vont pas les rassurer. Ouais, des fois c'est surtout ça, c'est que le top management va avoir besoin d'être rassuré sur de la partie coût, de combien ça me coûte, combien ça me rapporte et quand ça arrive. Voilà, et quand ça arrive, comment on peut communiquer dessus. Et donc c'est souvent aussi peut-être des besoins en interne d'avoir besoin de communiquer sur des nouvelles sorties, ce qui va des fois un peu à l'encontre de l'amélioration continue et de comment on arrive à vraiment prioriser les bons sujets par la valeur par rapport à des sujets qui arrivent déjà par des expressions de besoins ou de solutions, des fois, un peu toutes faites, quoi. Parce que justement, donc on parlait des attentes un petit peu de l'organisation du top management et la question qu'on se pose aussi beaucoup au quotidien, c'est comment cette organisation elle va influencer ce choix. Comment peut-être elle vous influence aujourd'hui, vous, et quel est votre retour par rapport à ça? Si tu as un top management qui sait comment fonctionne une organisation de produit ou va être effectivement sponsor d'une organisation plus itérative ou en tout cas agile, c'est-à-dire accepter parfois qu'on n'aille pas au-delà de 6 mois de vision, parce qu'en fait on sait que statistiquement au-delà de 6 mois on est globalement faux. Enfin, là, ça peut être une populaire opinion aussi, hein, mais globalement on est faux au-delà de 6 mois si on pense au coût, périmètre ou délai, c'est assez classique. Et donc dès lors qu'on a quelque part un top management qui l'accepte et qui veut aller vers quelque chose de plus itératif, alors ça sera peut-être plus simple. Après, encore une fois, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Et qui dit agilité, et je reviens sur mon sujet aussi d'ayatollah de l'agilité, ce qui dit agilité ne veut pas dire qu'au contraire c'est n'importe quoi. Il y a au contraire beaucoup de rigueur en réalité. Et donc il faut s'assurer qu'on a bien le bon niveau aussi de compétences dans les équipes et qu'on a bien le bon niveau de delivery des KPI. Donc je pense aux équipes qui doivent exprimer lorsqu'elles ont des alertes ou définir leur vélocité et la suivre avec attention. Et puis je reparlais aussi des attentes. Il y a souvent aussi l'attente en interne d'avoir une roadmap, un release plan de sortie de nouveautés. Et c'est souvent du coup une attente du top management. Alors là où de se dire tiens on va travailler tel KPI, tel OKR, qu'on va vouloir faire évoluer de là à là, mais pour l'instant on va rentrer plus dans une phase de disco pour aller vraiment chercher ce qu'on peut faire. C'est quelque chose qui est parfois déroutant pour certains qui vont vraiment s'attendre à se dire attends, j'ai une équipe que je paye pour délivrer et moi ce que j'attends c'est une roadmap de delivery avec vraiment des items et des dates de sortie. Et c'est des fois un peu douloureux de passer de tout l'un à tout l'autre, donc il y a souvent une période un peu charnière où on va faire, et je pense que ce n'est même pas une période charnière, on va faire des deux, c'est-à-dire qu'on va devoir alimenter du delivery et pour communiquer en interne sur des sorties et se garder entre guillemets une partie de la bande passante pour faire de l'amélioration continue et d'aller vraiment aller chercher de l'impact et de la valeur. Très bien. Et donc on a parlé de l'organisation, mais est-ce qu'il y a un impact lorsqu'on a un changement organisationnel? Justement, est-ce que vous avez déjà vécu un changement organisationnel qui a impacté justement la trajectoire projet-produit? Alors, souvent nouveau dirigeant égale nouvelle stratégie. Et donc, en fait, pour le coup, beaucoup d'entreprises vivent ça. Et donc, ça peut être virage à 180 degrés sur la strate de business de la boîte. Et donc, ça impacte mécaniquement les équipes produits qui avaient justement des objectifs, des résultats à atteindre.
et qui peuvent voir leur résultat changer. Et ça, quelque part, on a de la chance si on reste sur finalement ce modèle un peu orienté produit. Voire parfois, on se dit, mais je ne comprends pas comment vous travaillez, je ne suis pas rassuré, je préfère un mode différent, et vous me faites peur avec vos post-it. En fait, on avait dit pas de blague, mais on peut encore. Mais donc voilà, c'est toujours pareil, c'est qu'une nouvelle gouvernance arrivant, elle aussi, elle a été évidemment, elle est attendue sur des résultats. Et donc, il y a un énorme travail de communication à faire à son encontre pour justement lui expliquer à quel point l'orga en place, produit, est plutôt un gage d'efficacité et de réussite plutôt qu'un frein. Je suis entièrement d'accord. Et la difficulté, ça va être je pense que la plus grande difficulté, ça va être de démontrer la valeur de ce qu'on fait. Et je pense que c'est là où, c'est là entre guillemets où c'est vraiment charnière de se dire comment j'arrive à mesurer l'impact de ce que je fais pour prouver que ce que je fais c'est parce que il peut y avoir des vieux réflexes aussi toujours de qu'est-ce qui me rassure, c'est d'avoir des coûts, des dates et du delivery. Et si en contrepartie j'ai pas quelque chose qui me rassure, ça va être compliqué de faire passer le message. Très bien. Justement là on va essayer sans trop prendre parti, mais dans la question un petit peu quand même. Quels sont les risques finalement de l'approche produit dans une organisation qui est très projet, selon vous? Il y a quelqu'un qui voudrait l'instaurer alors que finalement on est vraiment sur c'est une question d'état d'esprit et de comment dire, presque de compétences aussi des collaborateurs. Si on arrive avec que des équipes de chefs de projet qui n'ont jamais fonctionné en mode produit, le mindset est complètement à revoir, presque à inverser. Projet, par exemple, c'est j'ai bien mes docs projets qui vont me donner le périmètre que je dois faire, la limite transverse, ça lance un nouveau transporteur, etc. Là où produit, il faut que j'ai une doc plutôt produit, donc verticale, qui va être multi-projet. Et donc, il faut que je revoie ma façon de faire. Si je suis chef de projet, ça peut me stresser parce que moi, j'ai besoin d'avoir le périmètre précis à un seul endroit. Dans une doc produit, potentiellement, c'est N feature, donc c'est dans N endroit. Voilà. Donc, ça peut être un peu stressant. Donc, il y a un mindset à changer donc, dans les équipes projet si elles doivent passer côté produit. Puis, c'est vrai aussi côté IT. En général, on essaie de faire du Scrum ou de l'extreme programming. Et donc, on est sur des modes de fonctionnement qui sont peut-être un peu moins hiérarchisés. On va demander à une équipe de chiffrer, on ne va pas demander juste à un des patrons de l'équipe de chiffrer. Moi, j'ai eu dans mon expérience à gérer ça. C'était compliqué de voir la relation entre le manager et ses équipes, parce que les équipes n'osaient pas donner une idée de chiffrage en planning poker. Elles avaient peur de la réaction du manager qui la regardait en mode « mais d'où tu donnes ton avis ?» Donc il y a quand même un énorme sujet de mindset en fait, qu'il faut réussir à transformer. Et donc on pourra développer le comment on peut le faire. Mais on pourrait, oui, effectivement. Donc, quelles sont tes solutions? Après, peut-être juste, j'ajoute, passer de chef de projet à product owner, c'est pas le même rôle. Et il y a aussi le fait que il y a owner et un chef de projet va exécuter un besoin et pour le shipper et délivrer. Là où un product owner, on va lui demander aussi d'aller réfléchir à ce qu'il faut faire. Enfin, je pense que un chef de projet, moi j'ai connu certains profils qui du coup étaient un peu perdus en passant d'un métier à l'autre parce que ils n'avaient pas l'habitude de se dire en fait c'est à moi d'aller chercher les insights utilisateurs, les vrais besoins et de les exprimer et du coup de développer mon produit en fonction de ça. C'est pas quelque chose qui est habituel pour un chef de projet. Ce serait plus dans une relation client-fournisseur avec l'utilisateur et le métier. Mon cahier des charges, je déroule, je livre. Et c'est pas pareil que de se dire comment je vais aller chercher de la data pour alimenter ma réflexion et ma disco, et puis mon delivery. Très bien, très clair en tout cas. Et justement, en vrai, avec la réalité des choses, on est obligé d'utiliser les deux. Je comprends de ce que vous disiez que c'est effectivement une problématique aussi de culture, d'entreprise, de mindset. Quelles seraient vos solutions et comment, d'après vous, on pourrait associer les forces justement de ces deux cultures, projet et produit? Ça dépend vraiment du contexte. Il n'y a pas de solution miracle, sinon on le saurait. Mais je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre du delivery pur du projet, un mode produit et de l'évolution et de l'amélioration continue.
Et je pense qu'une solution pourrait être de se dire comment on arrive à séparer des hot topics et des OKR. C'est-à-dire là où on est attendu en delivery sur du projet et des OKR d'évolution produit. Et de trouver le bon équilibre entre les deux pour alimenter du coup la roadmap. Comment rebondir là-dessus? Non, je dirais que il y a la rigueur du projet avec quelque chose qu'on attend en termes de KPI projet pur. Et donc on parlait de coproche, copil, ça veut dire qu'on s'oblige finalement à se parler quand il y a N teams qui travaillent ensemble, et on s'oblige à relever les risques, relever les alertes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est une bonne pratique projet et qu'il faut conserver. C'est aussi suivre peut-être l'effort qu'on va positionner ou qu'on va mettre sur le lancement de nouvelles features. On s'était imaginé en Extreme Quotation qu'on passerait 1 mois, 2 mois. On voit qu'on fait exploser les compteurs. Il faut qu'on puisse se le relever. Et en même temps, il faut qu'on se garde aussi l'espèce de pragmatisme du produit qui est on se remet en cause, on prend du feedback utilisateur. Peut-être que le plan qu'on avait imaginé au départ, en fait, il va peut-être changer avec la data qu'on a. Et donc on accepte le changement avec le produit, mais on garde un peu parfois la rigueur projet, quoi. Il faut réussir à… Voilà. Et quand on dit produit, souvent c'est quand même on fait du Scrum, on fait du Kanban, on fait des méthodologies projet agiles, qui sont plus des frameworks d'ailleurs que des méthodologies. Et donc ça reste un peu rigoureux quand même. Et quelque part c'est tant mieux. Effectivement. Alors, un dernier point sur cette partie débat, où justement on parlait du chef de projet / product owner, product manager, un petit peu sont les mindsets différents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend d'un PO ou d'un chef de projet qu'est-ce qu'on attend d'un PO ou d'un chef de projet? Est-ce qu'on pourrait expliciter selon vous effectivement les différences ou les choses qui vont être en commun? C'est un peu ce qu'on disait au début, hein. C'est un chef de projet, on va attendre de lui qu'il prenne un dossier, qu'il aligne tout le monde, qu'il coordonne tout et qu'il le délivre. Là où en PO, on va lui demander à PO/PM d'analyser son produit et d'alimenter son backlog pour l'améliorer. Après, je pense que ça dépend vachement des contextes et des périmètres. C'est-à-dire qu'on va souvent avoir besoin de gens qui sont un peu multicasquettes, qui ont un peu la double compétence, qui vont être à la fois très autonomes dans leur recherche et dans leur mode produit, mais dont on va aller chercher des compétences de chef de projet en organisation, communication, coordination. Donc voilà. Je pense que tu mettrais dans la fiche de poste. Ouais. Ça dépend effectivement. Ça dépend du poste. Ça dépend du contexte. En Ouais. fait. C'est effectivement, il y a des organisations dans lesquelles il n'y a pas de chef de projet, donc finalement c'est le PM ou le PO qui va devoir se coordonner avec les autres. Donc par exemple Scrum de Scrum avec peut-être un Scrum Master ou un Super Scrum Master ou un RTE, suivant comment on l'appelle, mais en tout cas on a des gens qui vont devoir se coordonner entre eux, à qui on va peut-être donner un lead sur une feature qui va être transverse, et donc chez qui on va normalement peut-être justement attendre des compétences de PMO. Là où si on a des chefs de projet, c'est pas ces compétences-là qu'on va attendre. Et parfois les chefs de projet sont un peu frustrés parce qu'ils ont envie d'aller dans la solution, et pour autant c'est pas leur rôle et on attend que ce soit plutôt au PO de le faire. Là où le chef de projet, on attend effectivement qu'il coordonne les squads, qui relève les alertes, qui note les risques, et qui fasse cette vraie PMO globale. Et puis je pense que, moi je voulais reprendre l'exemple de Prisma Media quand j'y étais, il y avait une quinzaine de marques sur le digital, et donc le rôle même de PO d'une marque à l'autre était un peu différent, parce que la marque n'était pas forcément au même niveau d'avancement dans son évolution et sa transformation numérique, et on attendait, du coup on n'avait pas forcément les mêmes attentes dans la même entreprise, dans la même équipe, d'un PO à l'autre. Donc je pense que c'est vraiment dépendant du contexte. Et ça doit être aussi complexifier un peu les échanges entre les différentes équipes s'il y en a, puisque Exactement. Tout le monde n'a pas le même rôle et responsabilités à ce moment-là en fonction de la culture de l'équipe. Très bien. Alors, on va passer à notre deuxième partie, donc le tac au tac. Donc là, l'objectif, c'est on répond le plus rapidement possible parce qu'il vous passe par la tête. Bon. Face aux questions. Et on essaye d'avoir des choses un peu activables, des exemples. Alors, quels sont les facteurs de décision que vous prenez en compte pour décider d'être en projet ou produit? Je ne décide pas, c'est produit. Non mais, en fait, tu fais du produit
Parce que moi, en tout cas, je fais depuis plus de 15 ans et j'aurais du mal à revenir sur du cycle en V classique. Donc, je fais du produit et après, effectivement, je comprends qu'il y a tel ou tel KPI. C'est la rigueur dont je parlais tout à l'heure qu'il faudra produire et c'est normal. Voilà. Mais en tout cas, sur le mindset de mes équipes et du job que je veux avoir, c'est orienté produit. Même si ce n'est pas exactement comment dire, le top du produit qui peut être attendu sur toutes les phases de discovery où on a un PO ou un PM qui va décider tout de A à Z. On n'est souvent, malheureusement, pas toujours comme ça. Le super PM, c'est finalement le CEO de l'entreprise. Mais en tout cas, avoir ce mindset produit, je trouve, et même, y compris avec les équipes IT, et voilà, c'est un truc que moi j'aurais tendance à pas lâcher. Ok, donc produit first, et puis après on. Bah ouais, Après, on est pragmatique. exactement. D'accord, très bien. Et quelles sont, justement, puisqu'on se dit qu'on produit first, quelles sont vos recommandations pour réussir sa transformation produit, Guillaume? Peut-être. La question est hyper large. Ouais. La meilleure des conditions, c'est d'avoir le sponsoring des dirigeants, voire l'attente. J'appelle Guillaume parce que je peux Le mandat, ouais. Voilà, le mandat. Et donc là, ça va tout de suite dérouler. Et puis l'autre idée, donc là, c'est le côté un peu, ça vient du top, quoi. Et puis l'autre côté, c'est pour contribuer à la transformation des équipes, hein, parce que souvent, elles n'ont peut-être pas l'habitude de bosser comme ça. C'est d'aller chercher aussi des ressources qui vont leur montrer l'exemple, qui vont elles aussi avoir des idées et qui vont justement aller contribuer finalement à montrer la manière dont ça peut fonctionner. Ouais, et puis évidemment, il y a notre rôle de coacher, d'expliquer, de donner un cadre et de donner les bonnes pratiques. Donc ouais, et puis je pense que nous, notre rôle, ça va être de communiquer réellement en interne sur qu'est-ce qui fait le succès d'une organisation comme ça, de faire beaucoup de pédagogie. Effectivement, d'aller chercher un peu des recrues pour infuser d'autres manières de faire, de nouvelles approches dans les équipes. Mais ouais, nous, ça va être beaucoup de communiquer dans toute la boîte. Communiquer, que ce soit en bas comme en haut. Donc c'est vraiment comment établir un sponsoring durable. Exactement. Si je vous pose la question, ce sera toujours la même réponse. Ok, comment recrute-t-on correctement les profils produits ou projets? Je pense qu'il faut être transparent dans la fiche de poste, être déjà très conscient du contexte, ce que je disais tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on va attendre réellement du PO, du PM qu'on va recruter, et de ne pas cacher quoi que ce soit. Des fois, on a tendance peut-être à survendre ou un peu à embellir la situation et peut-être un peu là où on en est dans la transfo produit. Et je pense que c'est une erreur. Et donc, ça d'une part. Et après, sur le candidat, je pense qu'il faut aller chercher des gens qui ont évolué dans des contextes assez différents pour qu'on arrive à avoir une émulation dans l'équipe. Effectivement, je rejoins Guillaume sur le fait qu'il faut être extrêmement clair sur quelque part le rôle. Et, parce que souvent, on peut se projeter en disant justement, je vais faire beaucoup de discovery, etc. Alors que moi, j'ai souvent vu la partie discovery qui était souvent réduite. Et en fait, le job, c'est surtout du delivery. Et les discovery, on se bat pour le faire, pour avoir le temps de le faire, pour démontrer à quel point c'est important de le faire. Voire parfois, il arrive sur un plateau parce qu'on a demandé une agence et elle arrive avec les chiffres. Voilà. Et donc, c'est clé que d'être clair là-dessus. Pareil sur la notion de owner ou product manager. En fait, oui, tu es responsable de ton produit, mais en fait, des membres du COMEX peuvent avoir un avis très éclairé et certain sur ton sujet. Et donc, il faudra que tu acceptes aussi la contradiction et de ne pas être le seul maître à bord. Donc, c'est absolument clé finalement d'être réaliste finalement dans la manière dont la mission peut se passer. Et puis sur les profils, moi j'ai toujours parié sur plutôt les têtes bien faites. Qui ont la soif d'apprendre, qui sont aussi très intéressés par la tech, parce que sur les produits, tout ce qui est digital, e-commerce, il faut comprendre comment fonctionne un site web, il faut comprendre un minimum comment fonctionne une équipe IT, et donc aller chercher des profils qui ont envie d'apprendre et qui ont ce mindset justement orienté équipe et justement un peu produit agile, et pas uniquement un peu fermé projet. Et moi j'ai eu des équipes qui venaient du projet, qui se sont brillamment transformées vers du produit. Brillamment au sens vraiment, c'est parti des meilleurs. Donc il n'y a pas de blocage, au contraire. Un vrai accent sur les soft skills, parce qu'au final, toute la partie méthodologique est ce qui est le plus facile à apprendre. Et là où du coup, c'est plus compliqué, c'est vraiment de se dire comment je vais avoir quelqu'un qui
qui va réussir à adapter son discours s'il parle à la tech, s'il parle au design, s'il parle au business, et d'avoir quelqu'un qui soit vraiment à l'aise déjà sur la partie communication, comment j'arrive à porter un message, une vision et emmener les gens avec moi, donc leadership. Donc moi je suis passé d'un mode de recrutement où j'épluchais les CV sur les connaissances même du métier et ça, à vraiment un truc où je cible beaucoup plus sur les soft skills. Bon, après l'expérience est toujours importante, hein, mais je pense que c'est primordial dans notre métier. Et juste pour terminer, je sais que c'est du tac au tac, mais je vous ai passé un entretien justement à un PO tout à l'heure, et en fait les soft skills c'est presque effectivement le plus clé. À la fois il va devoir donner de la vision et motiver son équipe, sa squad, alors même qu'il n'est pas le manager, hein, il a justement il doit les faire rêver et leur donner envie de se lever le matin pour bosser sur le produit. Et en même temps, la réunion d'après, potentiellement, il va devoir présenter son produit et les éléments de priorisation de sa roadmap à un membre du COMEX de l'entreprise. Et donc, il est à la fois présent en vision directe avec le top management, même dans une boîte comme Solocal où on est 2500, et en direct avec des ingénieurs qui en fait ont besoin de sens. Et donc, les soft skills sont absolument clés et primordiaux. Oui, l'adaptation, effectivement, à l'interlocuteur. Si on prend un virage un peu plus roadmap, comment on arrive à avoir une roadmap équilibrée en fonction des nouveautés, de ce qui est en amélioration continue? Comment on peut équilibrer tout ça pour avancer correctement et en fonction des attentes aussi des stakeholders? C'est là tout notre rôle, c'est de savoir trouver le bon équilibre entre les attentes sur du delivery pur et de l'évolution product. C'est toujours un exercice un peu compliqué. Parce que après moi j'évolue et j'ai évolué dans des contextes où ce n'était pas des produits qui étaient nés, des boîtes qui sont nées sur le digital. Et donc il y a toujours beaucoup de demandes qui arrivent. Et donc il faut satisfaire à la fois le flot de demandes qui arrivent et la volonté de faire évoluer le produit dans le bon sens. Et donc c'est un exercice un peu périlleux de trouver cet équilibre-là. Moi, je me rappelle une fois, j'avais appris ce match, j'avais dit au COMEX, moi, mon rôle, c'est de gérer la frustration de chacun d'entre vous. Et je pense que c'était pas mal. C'était pas mal. Et c'est un peu ça, hein, c'est un peu, on doit gérer les frustrations et que tout le monde soit quand même content. Donc, c'est pas facile. Non, c'est clair, c'est le job le plus compliqué, c'est celui-là. Et donc, ou bien on arrive à démontrer la valeur d'une évolution produit, justement en disant ça va rapporter ou contribuer à tel KPI. Ou bien aussi, l'une des solutions, ça vient d'extreme programming ou du refactoring, c'est se dire en fait j'ai une évolution à faire qui est attendue par l'entreprise et je vais en profiter pour faire des améliorations produits et tech en fait. Ça y contribue et je prends l'opportunité. Donc ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais en réalité on y gagne derrière. Donc après il faut rester pragmatique et le faire de manière transparente. Mais c'est plutôt une bonne manière de faire que de dire je fais évoluer des fonctionnalités ou je rajoute des fonctionnalités, j'en profite pour refactorer et améliorer mon produit en même temps que j'ai cette opportunité. Très bien, c'est la fin du tac au tac. On va passer à notre dernière partie. Alors dans cette dernière partie, chacun à votre tour, est-ce que vous pouvez résumer les principaux apprentissages, 2, 3, comme vous voulez, et peut-être les bonnes pratiques que vous avez pu citer? De résumer de tout ce qu'on s'est dit là? Oui, voilà. Mesurer l'impact, être pragmatique dans les décisions et bien recruter. Voilà. Ah oui, d'accord. J'étais très synthétique. C'est prêter attention à la conduite du changement. Parce qu'en fait, la cohabitation des deux modes, en fait, souvent vient du fait que il y a des cultures différentes dans une entreprise. Et donc, continuer effectivement à communiquer, gérer les frustrations des uns des autres et finalement ne pas être un ayatollah du sujet en s'interdisant de faire du projet. Parce qu'en fait, ça peut contribuer justement à dénaturer finalement ou dénigrer ce que peuvent faire les équipes agiles, qui peuvent parfois, et c'est une erreur, être considérées comme étant moins sérieuses que celles qui font du cycle en V. Alors qu'en fait, pas du tout. Au contraire, c'est encore plus rigoureux, puisqu'on va itérer, donc ça nécessite encore plus d'exigence. Donc ça, et puis effectivement être bien entouré. Moi j'ai la chance chez Solocal d'avoir des équipes qui sont superbes, et donc
et donc j'ai confiance en elle, et donc je sais que ça va dérouler. Et donc ça veut dire que quand on arrive sur une transfo, il faut bien sûr s'appuyer sur les équipes en place, et pour accompagner la transfo, voilà, les faire monter en compétences et qu'elle gagne en autonomie. Très bien. Est-ce que vous avez des ressources à citer et à partager? Alors, moi, j'en avais une, c'est un podcast qui s'appelle Just Click de Thierry Michel. Je suis tombé dessus récemment, en fait, on m'en a parlé et j'étais passé à côté. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est surtout, enfin moi j'ai écouté, pas énormément, mais j'ai écouté quelques épisodes de gens que je connaissais, et c'était un peu un résumé de leur parcours et un peu de comment ils étaient arrivés sur des métiers dans le product. Et ça a fait écho aussi au fait que moi je suis plus à m'imprégner des connaissances des autres par la rencontre, par la discussion, par les échanges. Et donc de vraiment, il faut rencontrer ses pairs. Et discuter des vraies choses, pas forcément sur des formats en petits comités où on peut se dire vraiment les choses de quelle est la réalité de comment ça se passe dans l'entreprise et quels sont les leviers que j'ai pu activer et d'avoir vraiment rencontrer vos pairs. C'est pour moi le meilleur moyen de progresser. Et donc effectivement, je rebondis, je dirais pas mieux que ça. Donc évidemment TAC, hein, on est d'accord. Parce que c'est des moments comme ça justement où on peut se parler d'expérience. Il y a également alors, sur LinkedIn quelqu'un d'assez suivi, je pense, Timothée Frein, qui fait des portraits régulièrement de personnes du produit. Et donc pareil, c'est des retours d'expérience hyper intéressants dont on peut s'inspirer et voilà, qui peuvent être utiles. Et puis dernière chose, moi c'était, j'ai découvert l'ADN qui est un média qui regarde un peu les tendances. Donc là c'est plus tout ce qui est quelque part veille techno et business et qui regarde les tendances un peu qui existent sur la planète partout et qui était assez intéressant. Très bien, eh ben, parfait. J'espère que ça sera utile à ceux qui nous regardent. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. Un vrai plaisir et merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous regarderont. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.